Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au 26e épisode de notre podcast Retour sur les attentes. Je suis Joss Freeman, donc toujours avec Jonathan. Comment tu vas, Jonathan? Très bien, Joss. Un peu fatigué, c'est la fin de l'année, mais voilà, Noël arrive, les vacances arrivent, etc. Donc c'est une période quand même très 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 sympa. Et toi, comment vas-tu? Pareil, pareil. C'est vrai que j'ai là le dos un peu en vrac. Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Ben, ça veut dire j'en ai plein le dos. Ça veut dire que je m'occupe pas bien de moi. c'est On ça, se il n'y a pas de partageait, secret. on se partageait les histoires, tu sais, entre deux là. Que toi C'est ça, toi t'étais un peu malade, moi aussi. C'est peut-être la fatigue de fin d'année. c'est ça exactement. Ça fait les discussions de seniors sur leur état de santé, quoi. C'est ça, c'est terrible. Ça va empirer, je crois. C'est exact, Ouais. exactement. Bon, mais c'est quoi les actus pour toi? Donc beaucoup de choses cette année. Alors je peux évoquer notamment le travail fait pour AG6. Hein. Voilà, ça c'est très intéressant. Donc AG6, hein, l'entreprise où je suis responsable de l'académie AG6. Ouais. On a fait un gros travail au sein de l'entreprise sur la culture, sur les valeurs de l'entreprise, etc. Et donc voilà, ça a permis aussi de formaliser pas mal de choses, de challenger aussi la vision de l'entreprise. Et donc tous ces éléments sont venus forcément impacter l'académie derrière. Donc on va dire notre organisme de formation, notre université d'entreprise interne. Et moi, je Mmh. tiens, comme tu le sais, beaucoup à l'alignement, à la cohérence entre, voilà, ce que je fais en matière de formation et aussi, la stratégie, le métier de l'entreprise, sa culture, et cetera. Donc ça, c'est vraiment top et notamment, je vais pas tout détailler, mais d'ailleurs, on pourrait même en faire un épisode dédié quasiment. Parce que, voilà, j'ai sans prétention aucune, je pense que ça devient vraiment un modèle très intéressant de de formation, d'apprentissage, et cetera au sein voilà, on a un modèle d'apprentissage particulier parce que c'est une entreprise particulière. Je trouve qu'on fait vraiment des choses très intéressantes et à titre personnel, voilà, j'en discutais avec mes collègues, avec le dirigeant d'AG6 et ils savent très bien que je suis, comme toi, obsédé par les questions d'impact, d'efficacité des formations, et cetera. Oui. Mais Oui. j'ai pris une nouvelle casquette, on va dire toujours au sein de l'académie AG6 qui est celle de coach d'apprentissage, mais vraiment très orienté sur le transfert. C'est-à-dire qu'on sait très bien que, souvent lorsque des collaborateurs partent en formation, et on aura l'occasion d'en parler aujourd'hui, hein. Ils partent pas dans les meilleures conditions, ils reviennent pas dans les meilleures conditions, et cetera. Alors souvent, on compte sur les managers, mais qui ont aussi d'autres chats à fouetter pour faire cela, faire du 505, hein, voilà, on aura l'occasion d'en reparler. Mais là, l'idée, c'est que j'endosse aussi ce rôle, cette casquette de coach pour les préparer au mieux au départ en formation et les accompagner à leur retour pour capitaliser, pour les aider à transférer les acquis de leur formation, et cetera. Donc ça, c'est vraiment super intéressant parce que ça me permet vraiment de faire un lien entre ce que je fais et notamment avec toi en tant que consultant, formateur, et cetera, sur les questions d'évaluation, d'impact, de Oui. transfert Oui. et puis mon métier chez AG6. C'est assez rare, hein, comme rôle finalement aussi. Coach de transfert, c'est Ah bah, je oui, c'est la première fois que ouais. j'en entends parler. Ah ouais, clairement. Oui, oui, je pense qu'on voilà, on a des coachs, on a des formateurs, on a des animateurs internes. Alors peut-être, tu vois, avec la Fest, on avait peut-être davantage de personnes Oui, qui c'est vrai. accompagnaient, et Oui. cetera. Peut-être que ça a un peu démocratisé ça, mais en tout cas là, le fait de je reprends l'expression du dirigeant d'Agisis qui a trouvé cette belle expression. Il dit, l'aller-retour pédagogique et en fait, c'est pas mal parce que c'est pour dire, voilà, tu pars en formation, l'aller, OK, tu vas, on va Ouais. dire, te former, donc tu vas chercher la pédagogie et tu reviens, voilà, le retour, l'aller-retour pédagogique et en fait, je trouve que c'est une expression assez intéressante pour, simplifier, l'expression, préparer le départ en formation et faciliter ou favoriser le retour de formation. Mais aussi c'est très intéressant parce que dans nos accompagnements, dans nos programmes de certification, on parle beaucoup du fait qu'il faut pas trop parler sémantique avec les commanditaires, tu sais. Oui. Donc du coup, lui, il connaît pas le mot transfert. Mmh Lui, il mh. appelle ça un aller. Tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il voit un peu le truc, mais il a pas mis le mot dessus. Donc Oui, ouais, tout à c'est fait. très révélateur, ouais. Mm. Exactement. Ou alors on pourrait parler, tu vois, d'ancrage, et cetera. Mais après,
Tu vois, c'est comme quand on parle de Kirkpatrick avec des gens qui disent, en fait, je faisais ça, mais j'appelais pas ça Kirkpatrick. Moi, je dis toujours, appelez ça comme vous voulez, quoi. L'important, c'est, on en parlait juste avant de démarrer l'épisode, mais l'important, c'est l'intention, hein. Après, l'exactitude des termes, des mots, enfin, dire, c'est secondaire, quoi. Ouais. Ouais. Bon, tout ça, Bon, en tout cas, l'expression est chapeau, intéressante. très, très bien, et je trouve ça super parce que il y a rien de pire d'être quelqu'un qui enseigne des concepts, qui accompagne, qui sensibilise, qui éduque, et puis après, dans la réalité, tu vois, en fait, il fait pas. Et je Oui. trouve que c'est super de pouvoir pratiquer ce qu'on prêche aux autres, et pour justement tester, voir si ça marche pas aussi. Parce que on peut être assez seul, hein, dans notre métier. Ouais, tout à fait. Si on pratique pas, donc c'est génial. Ouais, complètement. Et tu as aussi une bonne nouvelle au niveau de l'infolettre, hein, Oui. ça continue à développer. Ah, clairement. Donc, on a passé le cap des 4000 abonnés. Mmh. Donc, voilà, la croissance continue. Avec Là, des ouais, taux très, très, très bons aussi, exactement, ouais. ouais. On a en moyenne, on a 40% à peu près de taux d'ouverture. Mmh. Donc, voilà, visiblement, c'est plus que correct dans le secteur. Pas mal de vues, on est à 3 à 4 000 vues. Donc, voilà, au-delà de l'ouverture de l'email, derrière, c'est partagé, c'est vu. Moi, quand je relaye ça sur LinkedIn, voilà, chaque édition est vue entre 3 et 4 000 fois. Donc ça rend pas mal. Et voilà, et de ce fait, voilà, je me suis dit, tiens, je vais accueillir des parrains, des sponsors, Oui, voilà, pour les éditions. Et en fait, là, les 6 prochains mois sont pleins, tout excellent. simplement. Bravo. Donc voilà, c'est sympa parce que voilà, bon, outre le fait de mettre un peu de beurre dans les épinards, comme on dit, hein, c'est toujours sympa de se dire, bon, voilà, c'est un travail gratuit, c'est libre, c'est accessible, voilà, le lecteur, la lectrice ne paye pas pour lire cette infolette, donc on garantit la gratuité. Donc c'est quand même bien d'avoir une forme de rétribution. Et puis ça montre aussi que ces parrains, hein, ces sponsors reconnaissent que voilà, il y a un travail de qualité qui est fait, il y a une audience de qualité, donc continuons comme ça, quoi. Donc, il y a une autre réunion des Senior Transfer Enablers, c'est-à-dire que Ouais. les facilitateurs de transfert pour pour le programme de certification Learning Transfer Designer. Mmh. Donc, on a fait notre bilan de l'année. On était tous les deux plutôt contents de ce qu'on a lancé là cette année, parce qu'on a fait un nouveau programme de certification pour le transfert, donc qui euh, qui complète mais pas remplace Kirkpatrick Bronze. Mmh. Toi, tu as animé une session, moi j'ai animé une session. On a 3 sessions déjà dans le calendrier pour l'année prochaine qu'il faut que vous allez voir. Et on a décidé, donc on a lancé les traductions du support. Donc tous les supports vont être en français l'année prochaine. Ouais. Parce qu'on a vu que les gens sont plutôt ravis d'avoir participé à cette formation. Ouais, tout à fait. Ah oui, on en a parlé, hein, ici sur le podcast, mais je n'ai jamais vu des témoignages de ce type à la suite d'une formation, hein. On ne demande rien aux participants et ils vont témoigner par eux-mêmes Oui, sur LinkedIn pour dire: «Ah non, mais c'est génial et il faut suivre cette formation» et cetera. Donc, enfin voilà, et nous-mêmes, lorsqu'on l'a suivi, on en était convaincus. Et ça, tu en parlais hier, hein, lors de cette réunion avec les autres facilitateurs, facilitatrices, mais euh, ça a même changé, nous, notre pratique pédagogique. Je veux dire, la manière dont on oui. anime les formations, voilà, ça a sacrément en fait fait évoluer nos propres pratiques, ne serait-ce que dans l'animation des formations. Je veux dire, sans même parler de ce qui se passe avant ou après les formations, voilà, on anime différemment. Donc ça laisse des traces. Ça laisse des traces. Alors, bon, on va rentrer dans un débat de 2 minutes avant d'aller dans le cœur de l'épisode, mais Oui. pour les non-initiés, euh, j'avais un peu de mal parce que moi je suis donc un non-initié parce que j'ai appris l'évaluation au fur et à mesure et le transfert au fur et à mesure, tu vois. Et j'adore ça, mais j'ai dû apprendre à la faire avec mes petites mains. Toi, t'en as fait une thèse dès l'âge de quoi, 22 ans, 23 ans? Quel était l'âge tu avais quand tu as fait ta thèse? C'était j'avais 24 ans. 24 ans, voilà. Ouais, t'imagines. Ouais. Ça ne Ça date, rajeunit hein. pas tout ça, ouais. Non, du tout. Bon, en tout cas, et toi, tu maintiens que le transfert, c'est pas l'évaluation.
Et moi, j'ai dit que pour moi, le transfert fait partie du niveau 3. Tu sais, on Mhm. accompagne les apprenants avec le levier. Euh, donc, pourquoi tu maintiens ça? Pourquoi pour toi le transfert, c'est pas dans la cour d'évaluation et c'est complémentaire? Alors on peut évaluer le transfert, voilà, ça, il y a un lien clair entre les deux. Mais je vais utiliser un exemple que j'utilise assez souvent et en plus c'est de circonstance, en tout cas dans le nord de la France actuellement, hein. Je sais que ça doit être moins être ton cas. Lorsqu'on parle de température, l'évaluation, c'est le thermomètre. Tu prends la température. Mais voilà, Oui, si dans cette pièce, je me dis: «Tiens, quelle est la température moyenne?» et cetera, ou alors que j'anime une formation et que je vois des gens qui ont chaud, qui ont froid, qui trouvent qu'il fait bon et cetera, j'ai besoin d'avoir cet avis. Donc ça peut être du qualitatif, je vais leur poser la question ou je vais sortir un thermomètre et puis, comme ça, j'aurai une valeur sur laquelle, me baser. Ça, c'est l'évaluation. Donc on a besoin d'évaluation pour savoir où on en est, l'état des lieux et pour savoir vers quoi on va. Voilà, il fait, 25 degrés dans cette pièce, il fait un peu trop chaud, voilà, on pourrait passer à 21, j'en sais rien. oui. C'est, exemple comme ça un peu bateau. Le transfert, c'est plutôt le thermostat ou alors ça va être des actions. Voilà, je vais, ouvrir les fenêtres, je vais, démarrer la clim, enfin j'en sais rien. Mais il y a vraiment à la fois le résultat, enfin l'état des lieux et le résultat, la mesure, hein, l'évaluation et le transfert, c'est plus l'action. Il y a des personnes qui dorment avec des bracelets, des montres ou des bagues connectées et cetera pour mesurer la qualité de leur sommeil. Combien d'heures de sommeil profond, j'ai en moyenne par nuit et cetera. Ça, c'est de l'évaluation. Ça peut être utile pour savoir d'où on part. Je crois que je dors bien, mais je n'en suis pas sûr. Tiens, je vais avoir des données peut-être un peu plus fiables et cetera. Le transfert, c'est derrière, c'est la mise en pratique, l'action, le fait de mettre en œuvre des pratiques qui vont me permettre d'améliorer ce sommeil. Donc les 2 sont indispensables parce que si tu as sans évaluation, tu ne sais pas où tu es et tu ne sais pas où tu vas. Tu ne tu ne sais pas si oui ou non tes efforts, on va dire sont couronnés de succès, si ça porte ses fruits et cetera. Le transfert est nécessaire parce que le transfert, c'est ce qui permet de faire bouger les résultats. Donc en fait, les 2 sont vraiment indissociables et si tu veux, viser l'impact des formations, tu as à la fois besoin du levier évaluation, et la du levier transfert. Parce que si tu enlèves le transfert, tu vas évaluer, imagine, tu vas voir tes commanditaires, tu vas voir tes clients, tu dis: «Bon, on a évalué la formation, eh bien franchement, c'est particulièrement mauvais. Il y a Ouais. rien, il y a pas de transfert sur le terrain». Bah, franchement, moi, je n'ai pas envie de tenir un tel discours. Parce que là, tout de suite, on va nous dire: «OK, et qu'est-ce que vous avez fait? Quelles actions correctives vous avez pu mener?» et cetera et cetera. Donc l'évaluation, c'est une chose et pareil, le transfert, lorsqu'on me dit: «Oui, bah, la suite des formations, ça serait bien de mettre en œuvre de l'accompagnement, du coaching et cetera». Oui, mais avec quel justificatif? Comment vous savez que ça va améliorer les résultats si vous n'évaluez pas? Donc tu vois, il y a vraiment un équilibre entre les 2 et on peut pas se passer, de l'un. Les 2 sont nécessaires, sont indissociables. Et en fait, il y a pas de action sans réaction dans le sens où ça nous permet de aussi désajuster l'évaluation. Il n'y a pas que qu'est-ce qui va pas, mais si on voit que des choses ne bougent pas, on peut évaluer pour ajuster en cours de route aussi. Donc, Ah oui. on peut entamer des actions de transfert si on voit que ça marche pas. Avec ces actions, on peut mettre en place des mesures correctives là rapidement, tout de suite. Oui. Donc, c'est vrai que les deux sont très liés. Et le mot levier que tu as utilisé, c'est l'impact, parce que l'impact, qu'est-ce que j'en entends parler tout au long de l'année? Oui. Avant, peut-être il y a 2 ans, c'était le mot performance. Tu sais, la Mmh. performance de la formation. Et tu m'as dit l'autre jour, ben, la performance, il y a tellement de manières différentes de voir ce que c'est la performance que Mmh. c'est un peu compliqué. Ce mot dans le lexique de la formation. Ouais, tout à fait, c'est un peu le mot fourre-tout.
Tu parlais de ma thèse tout à l'heure, hein. Dans ma thèse, j'avais décliné, on va dire opérationnalisé le concept de performance en 8 types de résultats. Donc Comment? voilà, ça en fait, hein, efficacité, efficience, équilibre, conformité, pertinence. Enfin voilà, tout ça, je le mettais derrière le concept de performance en disant finalement, pour en parler un jour, hein, mais un système de formation performance est un système qui génère ces 8 types de résultats. Alors que quand tu dis impact, voilà, de manière, on va dire, assez honnête, il n'y a pas un professionnel de la formation, une professionnelle de la formation qui va pouvoir dire c'est une formation à impact parce que les gens étaient contents, ou c'est une formation qui est impactante parce que les gens ont appris des choses. En fait, l'impact, tu sais que ça se passe sur le terrain. En fait, Mm. c'est quand même assez clair. Donc, on imagine bien derrière qu'on va parler de transfert justement, d'impact sur les indicateurs de performance pour le coup, hein, KPI. Voilà, donc, mais on va avoir un impact opérationnel, avoir un impact sur les collaborateurs, sur l'entreprise, sur l'organisation. Donc voilà, on voit que on est tourné plutôt vers ce qui se passe après la formation, une fois de retour dans l'entreprise. Donc, du coup, si on veut de l'impact, il faut évaluer et il faut faire du transfert. Donc, les deux choses sont dedans. Les deux sont nécessaires. Ou alors on croit en la magie, on fait des formations, puis on dit allez, on espère que la magie opère et que il y aura transfert, et deux, que les données démontrant qu'il y a eu transfert vont émerger, je sais pas, par la magie de Noël peut-être, mais Ouais. en tout cas non, les deux sont nécessaires. En tout cas, Bon, si bah, on écoutez, s'intéresse sérieusement au sujet de l'impact, si on est un peu sérieux, on ne peut pas faire sans ces deux sujets. voilà, et ça en finit la conversation parce que notamment le titre, le nom de l'infolettre, c'est Impact Formation. Donc, c'est pour ça qu'il y a les deux choses dedans et que, voilà, tu continues à trouver des sujets, euh, intéressants, passionnants à partager avec nous. Ouais, écoute, avec plaisir, merci. Et puis on aura, tu veux peut-être toucher un mot aussi du webinaire que l'on aura en Oui, début d'année? oui, donc on va faire un webinaire avec un responsable formation donc du groupe Orange, hein, donc Ouais. Mmh. Eric Guérin, parce que ça fait longtemps qu'on travaille ensemble pour aider les chargés de formation chez eux à se professionnaliser dans l'impact justement. Et donc ben là, il va porter témoignage de ce qu'on fait avec lui et avec le groupe en français et en anglais, hein, parce que c'est international. Oui. Donc dès qu'on a fixe la date en là, mais bon, on préfère plutôt que tout faire formellement. Donc dès que tout est bon, on vous communique là-dessus et justement on va parler d'impact au sein d'une grosse organisation, une grande organisation. Comment on fait lorsque on a une population de 140 000 employés. Ah oui. Alors je veux pas être diabolique, mais par rapport à G6 avec 80, voilà, c'est-à-dire que Ah bah oui. c'est pas les mêmes enjeux, on est d'accord. Ah tout à fait, et c'est pour ça que je suis multicasquette. Alors je suis multicasquette dans la vie entre mes différentes activités professionnelles, et je suis aussi multicasquette chez AG6, hein, donc couteau suisse diraient mes collègues. Et ouais. C'est un peu le futur. On a l'impression d'être comme ça dans une Bah entreprise. c'est Mm. Oui, et puis je pense, on en parlait aussi avant de démarrer l'enregistrement, hein, on parle d'intelligence artificielle. Je pense qu'aujourd'hui, Heu, il y a une citation que j'aime beaucoup, j'ai été retombé là-dessus récemment. Alors je n'ai plus le nom exact de l'auteur en tête, mais qui disait, «La spécialisation, c'est pour les insectes». Et en fait, il disait, Oui, pas je mal. sais pas si tu vois laquelle est-ce, mais en fait, c'est vraiment, voilà, on doit, heu, pour ne pas justement dépendre d'un type de compétence, on doit le plus possible justement élargir sa palette de compétences. On doit être capable d'intervenir sur beaucoup de sujets, et cetera, pour Oui. s'adapter au temps qui viennent, et parce que demain, voilà, on peut vite se retrouver, voilà, je suis graphiste, et puis boum, d'un coup, mes commandes, on va dire mon carnet de commandes diminue de 50% parce que maintenant la plupart de mes clients acceptent de passer par l'IA. Alors pour un résultat qui peut être médiocre, mais en tout cas nettement moins coûteux. Et donc voilà, ça peut nous impacter toutes et tous. Donc Mm. voilà, faut travailler à cette polyvalence. C'est clair. Donc le sujet aujourd'hui, c'est comment bien démarrer ou l'avant de formation. Je pense surtout avec le transfert à l'esprit, parce que si on veut faire de Ouais. l'impact, il faut, comme on l'a dit, il faut faire du transfert. Et le transfert se démarre même avant de faire la formation. C'est un sujet important parce que nous-mêmes
on anime, hein, on facilite et on voit quand la préparation ou le début ne marche pas très bien. Donc ça nous énerve, peut-être pour des Ouais. raisons qui sont en dehors de notre volonté, mais ça nous énerve quand même. Donc je voulais échanger avec toi sur peut-être les astuces ou les principes qu'on doit avoir à la tête pour bien démarrer une formation côté impact, côté évaluation. Mmh. Est-ce qu'il y a quelque chose en tête que tu as pour bien démarrer? Ouais, bien sûr. Alors, hem, prévenons, peut-être d'entrée de jeu notre audience parce que voilà, ça c'est le genre de sujet, on peut y passer non pas des heures, mais des jours, quoi. Voilà, Oui. il y a tellement de choses à dire sur le sujet, donc voilà, ce que l'on va évoquer aujourd'hui, il ne s'agit que de quelques exemples de pratiques. Voilà, hein, on parlait du programme, Learning Transfer Designer, voilà, on a une boîte à outils en ligne, une toolbox et cetera. Rien que ça, enfin, on peut passer des heures à explorer, l'ensemble des outils, des pratiques qui sont développées et cetera. Donc on sera forcément succinct. Mais, j'ai évoqué tout à l'heure le 505. En fait, je pense que ça peut être un, on va dire, un bon démarrage, c'est de se dire: «Une formation n'est pas un événement» et en fait, à partir du moment où on on comprend cela et que la formation est un processus en 3 temps: avant, pendant, après, déjà on comprend qu'il va falloir insister, sur certaines phases. Et alors pour les personnes qui ne connaissent pas encore le 505, l'idée du 505, c'est de se dire, voilà, collaborateur et manager, hein, le binôme collaborateur-manager se rencontrent avant la formation, donc c'est le premier chiffre, le premier 5 de 505, et discutent au moins 5 minutes. Donc ouais, avant 5 minutes, alors au moins 5 minutes. On va discuter après de ce qu'ils peuvent se raconter d'ailleurs. Le 0 de 505, c'est au sens où, le manager doit laisser tranquille son collaborateur, donc il le sollicite 0 minute pour vraiment insister sur le fait que, ouais, il doit être focalisé sur sa formation pour pouvoir vraiment en tirer profit et cetera. Et enfin, il y a on va dire le 3e chiffre, hein, le dernier 5, le deuxième 5. C'est pour dire que voilà, on doit pouvoir débriefer et discuter, avec son manager de: «Tiens, qu'est-ce que l'on va en faire de la formation?» et cetera. Donc voilà, ça c'est dit très rapidement et maintenant on peut outiller ça, de plein de manières. Mais il y a vraiment déjà un principe de base, moi, en amont et qui est, selon moi, vraiment déterminant, c'est la question du volontariat. Alors je sais que pour des formations, de type, voilà, conformité, compliance, et formations obligatoires et cetera, on n'a pas trop le choix, hein, Oui. voilà. Chez AG6, on renouvelle nos habilitations, je sais pas, électriques, risques chimiques, des choses comme ça. Bon, bah, voilà, je veux dire, c'est une obligation légale ou une obligation normative ou une obligation du client et cetera, on n'a pas le choix. Par contre, de manière générale, on doit, le plus possible miser sur le volontariat parce on ne fait pas apprendre les personnes, de force et Force. on ne peut pas on va dire les contraindre de force à apprendre et donc on va dire, évidemment que l'on peut, jouer derrière sur la motivation des personnes et donc même quelqu'un qui serait inscrit de force, on va dire, j'imagine qu'un bon formateur et une bonne formatrice pourraient trouver le moyen de l'embarquer et cetera, mais la base pour moi, c'est ça, c'est que je dois pouvoir aller en formation, heu, non pas contraint et forcé, mais vraiment en comprenant aussi, quel est l'intérêt pour moi. J'y vois de l'intérêt et cetera, donc ça veut dire que j'ai été convaincu aussi par, la communication qui a été faite en amont notamment. Je pense que c'est très important aussi neurologiquement. Pas ça, qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'il faut quand même que le cerveau conscient explique euh, à l'inconscient ou l'inverse les raisons pour lesquelles on va dans la formation. Si c'est une inscription individuelle et cet échange 505 se fait avec le manager, ben il y a la volonté, mais il faut aussi expliquer au manager pourquoi il le fait. Et Mmh. ça permet aussi d'avoir une opportunité d'expliquer ce qu'il faut après la formation, comment le manager peut l'aider. Parce que le manager, peut-être, il n'est pas au courant de ses raisons non plus. C'est-à-dire que là, on fait du bottom-up, tu vois, pour expliquer, Mmh. bah, je vais faire cette formation, j'aurai besoin de ça, etc., etc., tu vois.
Et ça, Oui. ça aide aussi à expliquer ses raisons et ses motivations. Et puis après, si c'est imposé, comme dit, dans l'autre sens, ben, c'est une opportunité pour que le manager pour expliquer pourquoi, donner du sens, pour que l'apprenant, il accepte aussi les raisons, qu'il comprenne, comme tu dis, le sens et qu'il rentre en formation avec plus de motivation. Tu vois, donc pour moi, Ouais. cette ouverture d'esprit, cette explication entre les deux parties, sont importantes. Alors, comment on fait si on n'a pas de manager? C'est-à-dire que comment, tu vois, on crée ces conditions si on n'a pas de manager ou si le manager il est absent ou tu vois l'organisation est plate ou voilà. Oui. Bon, on doit pouvoir déjà fournir, on va dire, toutes les informations nécessaires aux personnes qui vont s'inscrire, hein. Alors, ça parlera notamment aux personnes, on va dire qui ont passé la certification Calliope. On insiste aussi là-dessus, hein, quelles sont les informations à disposition, et cetera. Mais au-delà des informations assez classiques sur la formation, les objectifs, et cetera, je trouve que c'est toujours positif, de communiquer, davantage, on va dire, tu parlais, hein, de côté rationnel, émotionnel, de communiquer davantage, de s'adresser davantage au cerveau des émotions. Et une Oui, pratique que j'aime bien et d'ailleurs qu'on a mis en œuvre, pour un programme, récemment, c'est, à défaut d'avoir les managers, bien d'avoir par exemple une vidéo avec un discours, d'un dirigeant, des choses comme ça qui expliquent le pourquoi, en un mot et le pourquoi en 2 mots de cette formation, et cetera. On montre que c'est pas juste une lubie, du service RH, du service formation, et cetera. Et donc voilà, quelque part, on suscite de l'intérêt, on éveille de la une certaine curiosité et je pense déjà qu'on doit pouvoir jouer là-dessus, tu vois? Donc d'utiliser des médias, ça peut être de l'audio, ça peut être de la vidéo, ça peut être des réunions d'information. Tu vois, nous on a mené, enfin on mène régulièrement des kick-off, hein, des réunions de lancement. Alors ça oui. s'adresse, on aura l'occasion d'y revenir, mais ça s'adresse aux participants qui sont inscrits à la session. Mais par contre, pourquoi pas avoir des réunions plus ouvertes où on dit: «Bah, tiens, voilà, il y a ce programme qui est donné dans votre entreprise cette année, plusieurs sessions sont organisées. Voilà, on prévoit un temps de 1/2 heure et cetera pour présenter un peu le pourquoi de cette formation, partager des témoignages des personnes qui ont suivi cette formation, peut-être les convier pour que les personnes puissent aussi s'exprimer et cetera». Et donc tout ça, forcément, va susciter, de la cu enfin, un certain intérêt et va, certainement aussi on va dire participer à motiver les personnes à aller suivre cette formation. Alors j'ai fait 2 réunions de kick-off, récemment Mmh. pour 2 formations différentes. J'ai fait une réunion, 1 semaine avant la formation et une réunion 2 semaines avant. Ouais. Et en tant qu'animateur, facilitateur, je peux te dire que psychologiquement, la différence pour moi entre les deux, et c'est énorme. Mmh. Le fait qu'il y avait 2 semaines, tu sais, ça permettrait en fait de dire qu'on a le temps justement pour que l'apprenant se prépare pour faire le travail qu'il faut, tu vois, parce que le temps de préparation aussi, c'est important justement pour faire organiser la rencontre avec le manager, lire tout ce qui est programme, peut-être signer un charte d'engagement, tu vois, tous les Oui. petits outils et les informations qu'il faut envoyer. 2 semaines me paraissent vraiment le temps minimum. Et moi, je savais en fait au fond de moi qu'une semaine c'était pas suffisant, tu vois. Mmh. Donc, je peux vraiment vous donner un conseil, cher auditeur, c'est que si vous faites un réunion de lancement, et je pense que c'est une très bonne idée pour cette information, faites-le avec assez de temps pour que après, s'il y a des préparations à faire par l'apprenant, qu'ils peuvent le faire. Oui. Ouais, ouais, tout à fait. Et tu vois tout ça, je pense que voilà, il y a en t'écoutant, je me disais, on est en train de répondre à, on va dire cet objectif ou cette condition du, «Est-ce que je veux?» quoi. L'apprenant, il y a cette question de motivation, il y a voilà, est-ce que je veux suivre la formation? Et en fait, en travaillant sur ces leviers, on stimule la motivation, on stimule l'intérêt, on stimule l'engagement à aller se former et cetera. Et donc il y a déjà ce gros volet. Si on a des personnes qui ne veulent pas partir en formation, encore une fois, on peut faire des miracles, on peut changer les choses, mais franchement, vaut mieux, choisir vers enfin, ces combats, viser des victoires plus faciles. Vous me direz: «Oui, mais c'est s'asseoir, pour les prestataires, c'est s'asseoir sur le chiffre d'affaires et cetera». Voilà, nous, c'est notre cas. On réalise des sessions de formation donc pour un client, une entreprise privée. Mmh. Heu voilà,
on ne force pas les gens à aller s'inscrire. On communique sur un calendrier, il y a un calendrier des sessions, etc. Et en fait, on explique voilà ce qu'ils vont pouvoir y trouver, etc. Donc au début, c'est plus compliqué de constituer un groupe. Puis le deuxième groupe se constitue facilement, etc. Parce que les participants en parlent entre eux, etc. Donc il y a forcément une forme de, je vais dire ça un peu vulgairement, mais de radio moquette, hein, voilà. On en discute en interne, les bruits de couloir, etc. Au-delà de notre propre action. Et si les personnes veulent, et pour s'assurer qu'elles vont vraiment s'engager dans la formation, ce que l'on a fait, et c'est aussi une pratique qui est promue par l'ITE, hein, dans le programme de Learning Transfer Designer, c'est de faire une lettre d'engagement aussi. Alors, à adresser ou pas à son manager, mais déjà même pour soi, c'est un exercice de dire pourquoi je veux suivre cette formation. Et est-ce que je suis prêt à y accorder du temps, de l'énergie, des ressources pour la réussir et pas arriver là comme un touriste. Et aussi le fait de faire cette réunion. Alors, ça permet, comme tu dis, l'apprenant aussi de prendre une décision. Est-ce qu'il veut vraiment y aller ou pas? Parce qu'il y a aussi une rencontre avec le facilitateur. Et donc, le kick-off, si on peut pas venir, c'est juste une demi-heure, hein, par Teams ou par Zoom, tu vois, parce qu'on va pas se déplacer pour faire une kick-off en entreprise. Surtout si on fait une formation avec en inter-entreprise avec des gens différents. Donc, on peut faire un kick-off aussi en inter comme en intra. Et ça permet aussi d'enregistrer pour ceux qui peuvent venir. Et donc, du coup, rencontrer le formateur, tu vois. Donc, Oui. Au début de la formation elle-même, c'est pas du neuf, tu vois. Donc peut-être au niveau de l'inclusion, au niveau de la familiarité, ça aide aussi un petit peu à briser la glace si on a fait justement cette réunion. Donc je pense qu'il y a plein d'avantages de le faire pour se préparer. Ouais, tout à fait. Alors Donc ouais. Oui, vas-y. une autre chose, c'est le questionnaire de. Alors on dit ça positionnement, mais on peut appeler ça comme on veut. Hein. Donc, je trouve que le faire un questionnaire, ça peut être aussi intéressant, même si le contenu pédagogique et les séquences vont rester les mêmes, parce que justement, la question clé dans le questionnaire, pour moi, c'est pourquoi vous êtes inscrit dans cette formation, tu vois. Quelles sont les raisons de motivation. Et donc, du coup, en fait, ce que j'ai fait la dernière fois, c'est que j'ai pris ces réponses-là, tu vois, pour faire une petite présentation au début de la formation, pour résumer, en fait, tu vois, les raisons pour lesquelles les gens étaient inscrits. Et ça m'a permis aussi de façonner un petit peu la formation, tu vois, pour vraiment me concentrer sur ces raisons-là tout au cours de la formation, tu vois. Donc ça m'a donné aussi en tant que facilitateur un sens, le fait qu'il y avait cette question dans le questionnaire. Ouais, tout à fait. Alors on parlait du «est-ce que je veux?» là, c'est pour le coup avec le positionnement, c'est vrai qu'on peut taper à différents endroits. Et il y Oui, a la question, il y a ce que tu dis, il y a le pourquoi, il y a «est-ce que je sais?» Enfin, voilà, qu'est-ce que je sais actuellement ou qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je fais peut-être déjà? Moi, j'aime beaucoup les questionnaires de positionnement qui sont plutôt axés sur les pratiques plutôt que sur les connaissances. Et donc, qu'est-ce que je fais actuellement? Voilà, de manière aussi à lorsqu'on communique sur les comportements, attendus à l'issue de la formation dès l'amont, ça permet aussi de bien vérifier, de bien valider le fait que, l'apprenant a compris que en suivant cette formation, c'était ce type de pratique de comportement qui était attendu à l'issue de celle-ci, quoi. Donc, c'est beaucoup plus précis que de juste communiquer sur des objectifs pédagogiques qui oui, peuvent être, voilà, il faut pas se le cacher, hein, souvent flou. C'est plutôt souvent des objectifs marketing de catalogue de formation, hein, si on carrément, regarde les sites des grands organismes de formation. carrément. Donc voilà, il faut que ça reste très, voilà, très très pragmatique, très pratico-pratique. Donc il y a ceci. On parlait de «je veux», est-ce que je sais aussi. Il y a «est-ce que je peux?» et il y a vraiment, là encore constaté récemment, alors on s'est même fait la réflexion, on s'est dit: «On va verrouiller ça encore plus lors du prochain kick-off», mais il y a aussi tous les aspects techniques. Aujourd'hui, vous faites des formations, si c'est réalisé à distance, vous passez par Teams, par Zoom, par ce que vous voulez. Il peut y avoir énormément de freins techniques. Les personnes n'arrivent pas à se connecter et puis finalement, ouais, c'est des comptes et vous, ou alors elles arrivent à se connecter, mais vous êtes externe dans l'entreprise, donc vous avez des difficultés d'accès, et cetera. Et en fait, ça peut complètement polluer la formation. On est vraiment là dans le niveau 1 de Kirkpatrick, hein, en termes de satisfaction, de réaction des apprenants.
ça peut complètement, je vais passer moi l'expression, mais foirer le démarrage de votre formation. Donc il y a ces questions techniques, mais de manière générale, il y a je veux dire, concernant le pouvoir de l'apprenant, est-ce que je peux suivre la formation? Est-ce que je peux la suivre dans de bonnes conditions? C'est aussi est-ce que j'ai le temps? Est-ce que actuellement je suis dans les meilleures conditions aussi psychologiques pour suivre cette formation? Si, je suis une formation dans la comptabilité, dans la finance et qu'on est en train de clôturer l'exercice comptable et cetera, est-ce que c'est vraiment le meilleur moment pour suivre une formation de ce type? Si, il y a des difficultés dans l'entreprise, qu'on est en train de vivre un plan social et cetera, est-ce que c'est le meilleur moment pour se former? Enfin, il y a énormément de choses où il faut se poser la question du est-ce qu'on est vraiment dans les meilleures dispositions pour apprendre? Et là, ça, encore une fois, ça pose beaucoup de questions. Honnêtement, ce qui m'énerve beaucoup aussi, c'est que les gens, ils lisent pas. Ah oui. Ils lisent pas tu vois, ce qu'on envoie. Mmh. Donc, ces essais techniques, on est obligé de les faire parce que même si on envoie un kit pour l'expliquer comment on fait, ils les lisent pas. Parce que Oui, peut-être ils pensent, alors c'est pas méchant, hein, mais peut-être ils pensent qu'ils savent déjà, tu vois. Donc, dire oui, un truc, un kit pour me connecter à Teams, je mmh, sais faire. Alors que les conditions peuvent être très spéciales, tu vois, pour se tout à fait, connecter. Donc, on est tout à obligé de fait. passer un petit peu par justement un effort, je pense, humain avant, à travers une réunion de kick-off, de lancement, plutôt que, comme tu dis, foirer le début. Oui. Ah ouais, complètement. Et alors on nous rétorquera: «Oui, mais ça prend du temps». Alors ça c'est je vais pas me faire des amis, hein, mais ça c'est une fausse excuse. C'est-à-dire qu'on a toujours du temps, c'est juste qu'on a choisi d'utiliser notre temps d'une certaine manière. Donc on s'est fixé des priorités. Et si justement le fait de suivre la formation ne fait pas partie de vos priorités, eh bien peut-être qu'il vaut mieux décaler. Voilà, il vaut mieux la suivre ultérieurement quand vous aurez davantage de temps justement, vous serez dans les meilleures conditions et cetera. Mais plutôt que de suivre, une formation à moitié, de ne pas faire le travail en amont et cetera. Alors ce qui est génial lorsqu'on forme des professionnels de la formation, c'est que, bah, nous on se permet d'insister en disant: «Bah, vous voyez, lorsque vous-même, vous faites des formations, vous vous plaignez que les apprenants, ne font pas nécessairement le travail en amont et cetera, bah, posez-vous la question: pourquoi vous ne l'avez pas fait? Voilà, donc oui, Ouais. parfois on est assez rentre dedans, hein, mais bon, c'est pas grave, c'est aussi pour ça qu'on nous paye et donc ça voilà, ça fait réfléchir et donc je pense qu'il faut être exemplaire. Voilà, si on attend des personnes qu'elles adoptent certaines bonnes pratiques, certains bons comportements dès l'amont de la formation, c'est à nous également d'être exemplaires et donc c'est pour ça qu'on n'aime pas aussi quand il y a des soucis techniques parce que nous, on se sent un peu pris au dépourvu, Ouais. alors que ça n'est pas forcément on va dire, de notre faute. Hem, alors tu parles de conditions, mais aussi les conditions de transfert. Donc, peut-être on peut discuter sur comment on prépare les apprenants pour le transfert au début de la formation. Oui. Parce que un apprenant, lui, il a la culture innée en lui, il a Mmh. l'expérience de se dire: «Ben, pour moi, une formation, c'est un événement. Je Oui, viens, je m'en vais et c'est tout». oui. Ah oui, ça c'est un grand classique. Ouais. Eh bien, justement, voilà, alors, déjà je pense qu'il est toujours bon, alors nous, forcément, on est un peu biaisé parce que, voilà, nos formations portent essentiellement sur ces questions, hein, évaluation, impact, transfert et cetera. Mais quelle que soit la formation, je pense que quelle que soit la forme, il faut trouver le moyen d'expliquer aussi aux apprenants, heu, on va dire des notions de base quant à l'efficacité des formations. C'est-à-dire que voilà, moi j'insiste beaucoup en disant voilà, si demain à 17h vous repartez et puis que je vous dis: «Bon allez merci pour tout, c'était sympa», il y a, allez si je prends les chiffres de Brinkerhoff, il y a 15 d'entre vous qui allez passer à l'action et donc vraiment d'insister tout au long de la formation sur le fait qu'ils sont les premiers acteurs du succès de leur formation et donc il faut pouvoir avoir cette réflexion en amont sur qu'est-ce que je qu'est-ce que je viens chercher dans cette formation? Est-ce que les comportements listés correspondent bien à ce que je vais et peux mettre en pratique une fois de retour au poste de travail? Est-ce que j'en ai parlé à mon manager? Est-ce que j'en ai parlé à mes collègues? Comment j'imagine mon retour, dans l'entreprise? Est-ce que je peux déjà sortir mon agenda et puis noter des choses? Mais ça, dès l'amont de la formation et le travailler tout au long de la formation. Donc vraiment, encore une fois,
pensez à chaque fois à raccrocher les wagons, on va dire les wagons entre le wagon de la formation et le wagon de l'entreprise. Et bien insister là-dessus pour ne pas avoir des apprenants qui imaginent que voilà, j'ai suivi une formation, c'était cool et on sait très bien que derrière, il y a énormément de pertes en ligne et donc il y aura pas de transfert des acquis si déjà l'apprenant lui-même ne comprend pas, on va dire cette perte en ligne entre ce qui va être appris en formation. Alors déjà, il y a une perte entre ce qui est vu en formation et ce qui est réellement appris, mais entre ce qui est appris en formation et ce qui sera réellement utilisé sur le terrain. Et donc, moi, j'hésite pas à dramatiser là-dessus en disant voilà, Ouais. franchement, vous n'allez voilà 15%, c'est-à-dire que dans cette pièce, si j'ai 12 personnes, il y en a 2 qui vont, je fais toujours cette blague, il y en a 2 qui vont utiliser 2 personnes qui vont utiliser ce qu'elles ont appris, les 10 autres, vous pouvez sortir. Sauf que je dis toujours, bah, on ne sait pas qui va les qui va les utiliser vu que ça reste une moyenne. Donc on insiste vraiment beaucoup là-dessus dès l'amont. En gros, il faut vraiment expliquer la notion du projet, hein, et pas de l'événement. Et il faut préparer qu'il faut qu'il travaille aussi pour mettre en application. C'est une question de rigueur, de discipline, d'accompagnement. Il y a plein de choses qu'il faut le préparer à faire. Et c'est pas juste, bah, merci, au revoir à la fin de la formation. Exactement. On n'a rien sans rien, quoi. Et tout à l'heure, quand on parlait de motivation et de volontariat, alors pareil, je veux pas me faire des amis, mais on voit quand même une sacrée différence, hein, tu vois, pour des formations qui sont suivies, alors non pas, des intra-entreprises, mais plutôt des inter-entreprises, lorsque les personnes ont participé au moins à une partie du financement de la formation. Si vous vous retrouvez dans une formation où en fait il y a pas un euro qui est sorti de votre poche, heu, moi je vois clairement une différence. Voilà, à partir du moment où par contre, alors même si votre entreprise a tout payé, mais que vous dites: «C'est une chance, de pouvoir être dans une entreprise qui finance ma formation et donc je me responsabilise et cetera», ça va avoir un impact sur l'attitude, sur le comportement de l'apprenant tout au long de la formation. Par contre, si on met des personnes effectivement de force, on dit: «Oui, mais c'est pas grave, c'est financé, on a bénéficié d'un financement auprès de l'OPCO machin et cetera, donc on forme tout le monde vite, avant la fin de l'année parce que sinon après il y aura plus les fameux FSE+ ou je ne sais quoi, c'est l'argent gratuit des autres», eh bien, voilà, dans ce cas, faut pas se leurrer, quoi. On va former les personnes, on va les expédier. Tu vois, actuellement, je reçois des appels toutes les semaines d'organismes de formation qui vont dire: «Oui, attention, les budgets, vous avez encore des budgets de formation et cetera, il y a des financements». Mais oui, mais franchement, vous pensez que c'est une bonne idée d'aller former des collègues, je sais pas moi, les 17 et 18 décembre, quelques jours avant de partir en congé, avant Noël et cetera. Donc Mmh. ça n'est pas parce que un financement existe qu'il faut former, voilà, et je pense que le fait que les personnes soient, on dirait skin in the game, hein, voilà, ça, voilà, elles sont vraiment pleinement engagées dans le financement ou dans l'énergie, le temps qu'elles accordent à la formation. Tu vois, ça peut être intégralement financé, mais si la personne accepte de travailler en dehors de ses heures de travail pour réviser les contenus vus en formation, travailler sur son plan d'action, etc., eh ben, ça change complètement la donne par rapport à quelqu'un qui se retrouve là parce qu'il y avait de la lumière, quoi, tout simplement. Je pense que c'est un sujet pour l'autre jour, hein, les financements, Ouais, ou l'effet du oui, financement ouais, sur la ouais, motivation, mais je pense que oui. c'est un sujet très intéressant, tu vois, très, très intéressant. Donc, j'aimerais savoir s'il y a une étude qui existe justement entre l'impact d'une formation, quand la personne participe par rapport à quand c'est payé pour lui. Oui, Ça serait vraiment tu vois, une jolie expérience, donc, ouais, tout à fait. de faire, ouais. Bon, écoute, c'est la fin de l'épisode. Si ce sujet vous a intéressé, je vous encourage vraiment à aller sur notre calendrier et vous inscrire dans nos programmes de certification. Bah, tout ça, c'est très intéressant. Est-ce que tu as peut-être des choses pour boucler l'épisode sur comment préparer, comment bien démarrer une formation? Oui, alors on pourrait, tu vois, on pourrait résumer avec le triptyque, vouloir, pouvoir, savoir, quoi. C'est voilà, s'assurer que les personnes veulent suivre la formation et donc et travailler vraiment, actionner différents leviers pour, justement booster leur motivation, voilà, faire en sorte que, encore une fois, on ait un maximum de personnes qui soient plutôt volontaires pour aller se former,
plutôt que contrainte et forcée. Donc, il y a on va dire la dimension vouloir et la dimension pouvoir. Est-ce qu'elles sont dans les bonnes conditions pour apprendre? Est-ce qu'elles ont les moyens d'apprendre? Est-ce qu'elles ont les moyens techniques pour apprendre, etc. Est-ce que ça tombe au bon moment par rapport au congé, à l'activité de l'entreprise, à l'activité liée au poste, etc. Donc, vouloir, pouvoir et savoir. Et dans le savoir, on peut à la fois valider le fait qu'elles aient les bonnes informations, les bons objectifs, qu'elles comprennent précisément ce qu'elles vont pouvoir faire avec cette formation à l'issue de celle-ci, au-delà des traditionnels objectifs pédagogiques, etc. Et le savoir, c'est aussi vérifier ce que les personnes savent et savent déjà faire en arrivant en formation. Et comme tu l'as dit très justement tout à l'heure, même s'il n'y a pas d'impact sur le séquencement pédagogique, à minima, elles, ça va leur permettre d'ouvrir leur chakra et ça va leur permettre aussi de commencer à esquisser un plan d'action, hein, voilà, de penser à l'après-formation pour plus facilement transférer leurs apprentissages. Et nous, en tant que formateurs, c'est vraiment une information qui est précieuse pour accompagner les apprenants tout au long des sessions de formation, mais aussi pour la phase d'accompagnement post-formation. Merci Jonathan, super. Merci à On voit toi. pas le temps passer, très intéressant. Si le sujet vous intéresse, je vous encourage à vous abonner à l'infolette de Jonathan parce que il en parle beaucoup. Si vous voulez prendre de l'action, par contre, inscrivez-vous dans un programme de certification, notamment le Learning Transfer Designer ou les calendriers de session est sur notre site évaluationformation.fr. Voilà, ce que le petit astuce de plus, ce que vous allez rendre compte quand vous vous inscrivez, c'est que nous, on vous envoie un Mmh. coffret énorme avec plein d'outils. Il n'y a rien de mieux de recevoir ce petit cadeau par courrier et de ouvrir le cadeau et de voir ce qu'il y a dedans. Donc, si vous voulez un vrai astuce pour motiver les apprenants à fond, faites comme nous. Ah ouais, c'est Voilà, clair. envoyez quelque chose par le courrier pour qu'ils ouvrent avant et là, je peux vous dire que ça marche. Et pour preuve, hein, si on devait donner une preuve, c'est vous pouvez rechercher, on parle des témoignages sur LinkedIn, mais on a aussi des témoignages en amont de la formation. Pareil, on n'a rien demandé aux participants et on voit des Non. photos de boîtes oranges qui fleurissent un peu partout en disant: «Ah, je vais suivre cette formation, mais c'est génial, j'ai trop hâte de découvrir le contenu Eh des oui. enveloppes», et cetera. Et donc ça, sur sur la dimension vouloir, ça, c'est vraiment top parce que c'est une forme de teasing, hein, donc voilà, les participants sont impatients de découvrir le contenu de la boîte. Écoutez, il reste qu'on se dise bonne fête de fin d'année et on se retrouve en 2026. Exactement. Bonne fête et à bientôt.